À la source de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir. Les grandes articulations. 7e édition de Transform Africa Summit, 3 jours pour offrir des opportunités et tisser des alliances stratégiques. Ce sommet trace ainsi une trajectoire pour la Guinée, à l'image des pays d'Afrique, tournés vers le numérique. Au ministère du Plan et de la Coopération, une délégation canadienne est reçue par le ministre Ismaël Nabé. La rencontre a permis la signature d'un important accord de partenariat axé sur le développement de la science et de la formation. Quelques heures seulement nous séparent du duel entre l'AS Calom et le AFI-FC. Les deux entraîneurs ont animé une conférence d'avant-match. Les ambitions de part et d'autre sont affichées à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Transform Africa Summit 2025, Conakry se positionne en matière de l'innovation, moment mis à profit pour lancer le 3e pilier du programme Simandou 2040, axé sur les nouvelles technologies, un tournant décisif qui vient confirmer la vision présidentielle pour le numérique comme instrument de souveraineté et de développement durable. Fatoumata Kourouma. D'enthousiasme et d'engagement que s'est ouverte à Conakry, la 2e journée du Transform Africa Summit 2025, placée sous le thème « L'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement et impacter globalement ». Après une première journée marquée par la présence du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, et du président rwandais, Paul Kagame, lors du lancement officiel du sommet, cette journée a été dominée par un autre moment fort. Le lancement du pilier 3 du programme Simandou 2040, consacré aux nouvelles technologies, un axe majeur du développement socio-économique durable et responsable de la Guinée. Sous la présidence du ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence, la cérémonie a mis en lumière la vision du président Mamadi Doumbouya. Faire du numérique un levier de souveraineté, de création, de richesse et de compétitivité nationale. Je tiens à saluer l'engagement de Smart Africa Alliance et de tous ceux qui, par leurs efforts, œuvrent à faire du numérique le levier de développement durable du continent africain. Transform Africa Summit est un carrefour d'idées, un laboratoire de solutions africaines pour un futur façonné par l'intelligence artificielle. C'est ici que se dessine, année après année, la géographie numérique de l'Afrique de demain. Le moment que nous vivons n'est pas une cérémonie de plus. C'est un acte institutionnel fort, celui du lancement officiel des composants technologiques du pilier numéro 3 du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce lancement marque une trajectoire d'action publique structurée, chiffrée, mesurable. Il engage notre pays dans la durée avec un objectif clair: connecter le territoire, renforcer notre compétitivité logistique et affirmer notre souveraineté numérique en assumant notre souveraineté politique et économique. Le programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040, c'est une boussole nationale. Elle traduit la volonté du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de transformer nos ressources en levier productif, nos ambitions en résultats et nos promesses en actifs réels pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Pour le ministre, la réussite de cette ambition passe avant tout par la formation d'une ressource humaine compétente, d'où la création de Simandou Academy, véritable pépinière de talents guinéens. Il s'agit selon lui de faire du numérique un levier pour construire des services souverains. Le programme repose sur le capital humain à travers l'initiative Simandou Academy, dédiée à l'excellence éducative, de recherche et de l'innovation, articulée autour de 3 objectifs fondamentaux: l'excellence,
promouvoir l'excellence dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation en République de Guinée à travers la création d'établissements de référence. L'image du Britannique militaire en est une illustration éloquente. Le deuxième objectif de Simandou Academy, pour le capital humain, au moins pour les 15 prochaines années, c'est les infrastructures modernes. Concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération, répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité, des espaces de recherche dédiés, à titre d'exemple, la Cité des sciences de Guinée. L'autre objectif de Simandou Academy, c'est des partenariats stratégiques, tisser des liens avec les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleures entreprises en Guinée et à l'étranger. Simandou Academy permettra donc d'accélérer la mise en œuvre du programme Simandou 2040, notamment le pilier 3, infrastructure, transport et technologie. Le ministre a également invité à transformer les idées discutées lors du Transform Africa Summit en actions concrètes au bénéfice de la jeunesse guinéenne et africaine, comme ce fut le cas du méga-projet Simandou, pensé et concrétisé le 11 novembre dernier. Le volet technologique de ce projet repose sur 4 leviers. Un cadre réglementaire moderne, une infrastructure résiliente, des services numériques souverains et des usages inclusifs. Tout cela converge vers un même objectif, faire du numérique un levier de transformation de la gouvernance. Plusieurs réalisations concrétisent déjà cette vision, telles que le projet Télémo, né d'une coopération exemplaire sud-sud entre la République serbe du Rwanda et la République de Guinée. Télémo est une révolution administrative, un outil de transparence publique, créé et pensé par les Africains. Ce que nous décidons ici, nous devons désormais l'exécuter. Le suivre, le livrer avec la rigueur, méthode et fierté, tel que nous avons fait avec le projet Simandou. Nous l'avons planifié il y a 2 ans, après l'accord de Shanghai, de livrer Simandou le 11 novembre à 11h11. Nous l'avons fait grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. Les différentes interventions ont mis en avant les retombées économiques et sociales attendues, création d'emplois, développement des compétences et génération de richesses. Le numérique représente aujourd'hui près de 15% du PIB mondial et devient plus que jamais un pilier essentiel du développement durable. Le pilier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit au cœur même de la transformation majeure portée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À travers le programme de développement socio-économique, durable et responsable Simandou 2040, il engage notre pays sur la voie d'une Guinée qui s'industrialise, qui innove et qui se dote d'infrastructures modernes, souveraines et stratégiques. Sous le leadership du président du comité stratégique de Simandou, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Dibal Diakité, cette ambition se traduit aujourd'hui en actions concrètes, en réformes structurantes et en programmes dont la mise en œuvre mobilise l'ensemble du gouvernement guinéen. Dans ce cadre, et pour revenir à cette question, le numérique occupe une place tout à fait centrale dans l'industrialisation de notre pays. Il constitue d'ailleurs l'un des leviers essentiels du pilier 3 du programme Simandou 2004, dédié aux infrastructures, au transport et à la technologie. Ce pilier vise à bâtir un socle technologique robuste, capable de soutenir notre industrialisation, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et de renforcer la souveraineté de l'État à travers la montée en puissance d'un capital humain, compétent et compétitif. Un panel de haut niveau a suivi sur le thème « La place du numérique dans le programme Simandou 2040 ».
Il a réuni la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique Rose Paula Prissemou, organisatrice de l'événement. La ministre de l'Environnement et du Développement durable Djami Diallo, la conseillère économique du cabinet du chef de l'État Maïmouna Diakabi, ainsi que des représentants de KPMG Afrique et de la Banque Shelter. Chaque panéliste, selon son domaine, a souligné le sérieux et la cohérence du programme Simandou 2040, un modèle de planification intégrée alliant performance économique et durabilité environnementale. Tous s'accordent à dire que le numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour accélérer la transformation structurelle de la Guinée et du continent. Aujourd'hui, lorsque nous disons que le moteur de développement est le numérique, il faut aller plus loin, il faut se dire en quoi cela consiste, qu'est-ce que nous faisons réellement. Nous nous assurons en tant que ministère que le cadre légal et institutionnel soit suffisamment prêt pour accueillir cette volonté. On se dit qu'on veut le développement, mais quelle est notre stratégie? Est-ce qu'il y a un plan? Aujourd'hui, nous avons un cadre stratégique de développement de digitalisation des services publics. Nous avons des schémas directeurs qui incarnent à la fois la vision de développement des infrastructures du numérique que nous avons, mais aussi la vision de développement de tout ce qui est software, des services, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans le secteur de l'économie numérique, de la fintech, des blockchains. Quelle est notre stratégie, quelle est notre vision? Tout cela est défini et pour moi, c'est d'abord la base de constituer un plan stratégique. Aujourd'hui, ce plan stratégique est défini grâce, bien entendu, à des orientations claires qui sont posées dans le programme Simandou, qui se dit quelle sera l'accélération que vous allez porter dans chacun des secteurs. Là, je prends un exemple. Au niveau de l'agriculture, on se dit oui, nous voulons une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2040, mais comment aujourd'hui le numérique peut être un accélérateur de productivité? Le programme Simandou 2040 a été qualifié de durable et responsable. Ce ne sont pas deux mots vains. La question de la protection de l'environnement et à l'instar d'autres axes tels que la modernisation de notre administration publique et la lutte contre la corruption est un axe transversal du programme Simandou 2040. La question de la conformité environnementale des projets sera suivie de près à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il faut également noter que nous comptons réaliser une évaluation environnementale et sociale stratégique des piliers, de chacun des 5 piliers, y compris le pilier 3 que nous lançons aujourd'hui. Cet outil permet d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans le programme de développement, des projets spécifiquement liés à l'environnement, dont l'extension des aires protégées à près de 28% du territoire national. Et pour assurer un financement durable de la biodiversité en Guinée, nous comptons également mettre en place un fonds de conservation de la biodiversité pour permettre ce financement durable. Je vais élaborer 3 facteurs clés de succès qui permettent à l'ensemble des pays qu'on a déjà accompagnés de réussir ce domaine. Le premier, c'est effectivement le cadre réglementaire et surtout un appui très fort pour définir les règles du jeu. On dit par exemple qu'on construit 3000 km d'autoroute. Le fait juste de dire que quand on construit l'autoroute, on prévoit de faire passer la fibre qui permet d'accélérer et de donner à toute la population le haut débit, c'est une règle, mais ça change la vie de beaucoup de gens. Le deuxième point, facteur clé de succès, c'est le nœud de la guerre, c'est les financements massifs. Et le financement massif, effectivement, la Guinée a pris les devants pour mettre en place un fonds souverain. Mais il faut aussi rappeler que le secteur privé est invité à jouer un rôle clé parce que l'État ne peut pas financer tout et ne doit pas financer tout. Et le troisième levier sur lequel je vais insister, c'est la rapidité d'exécution. D'accord? Parce que monsieur le ministre directeur de cabinet la rappelle tout le temps, élaborer un programme, c'est 5%, 95%, c'est l'exécution. D'où la Guinée, là aussi, s'est dotée d'un outil, qui est la Delivery Unit, et c'est fondamental que l'ensemble des acteurs comprennent que chaque jour, c'est un jour important
pour gagner la bataille de ce que j'appelle la bataille économique. Et si on regarde l'exemple des pays qui ont réussi à prendre un plan de développement et à le transformer en une richesse et en un développement réel, on peut citer des exemples, Malaisie, Singapour et j'en passe, et même en Afrique, on en a plusieurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est 4 choses fondamentales. La première, c'est un leadership fort et constant. Et ça, ici, on a quand même la chance d'avoir un leadership qui ne tremble pas, qui n'a pas peur de prendre les décisions difficiles et le courage de pousser là où c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est avoir une vision et un plan clair et précis pour orienter l'action publique, mais aussi l'action privée. C'est-à-dire que ici, nous ne cherchons pas juste à amener l'administration dans une même direction, mais aussi à amener le secteur privé et la population elle-même vers une même direction pour avoir cet effet accélérateur. Donc c'est ce qu'on veut réellement mettre en place avec la Delivery Unit, qui aura ces raccordements dans chaque ministère, où pour tous les projets dont vous entendez parler, on va s'assurer qu'il y a un suivi rapproché. Et je préviens tout le monde, ça ne va pas être plaisant, pas pour la première année. Mais une fois que c'est fait, c'est la nouvelle façon de travailler en Guinée. La Guinée montre l'exemple aux autres pays en termes de développement intégré, mines, infrastructures, mais aussi développement humain et développement économique. Ça, c'est très important. Nos pays doivent prendre leur destinée en main. Et c'est ce que la Guinée a prouvé au reste de l'Afrique. Donc, dans ce cadre-là, nous, dans notre institution en secteur Afrique, nous accompagnons les États à développer des villes intelligentes. Donc, l'importance de la digitalisation de l'économie numérique dans le développement des villes est extrêmement important. Il faudrait que nous parlions de ce qu'on appelle en anglais leapfrogging. Donc, c'est vraiment le saut de mouton pour pousser le développement de façon accélérée et beaucoup plus rapide. Le moment fort de cette journée a été le lancement officiel de la plateforme Télémo, qui signifie confiance en langue pélé. Ce système intégré de gestion des marchés publics, fruit de la collaboration sud-sud entre la Guinée et le Rwanda, vise à garantir transparence, équité et traçabilité dans la passation des marchés, tout en valorisant les valeurs culturelles guinéennes. Une exigence du président Mamadi Doumbouya. 5, 4, 3, 2, 1. Que le pilier 3 du programme Simandou que nous venons de lancer, cela signifie qu'il y a une mise en œuvre qui a démarré, une unité d'exécution de projet qui est en œuvre depuis maintenant plus de 2-3 ans et qui travaille. Et c'est dans ce sens que nous avons la matérialisation de certains acquis, dont une plateforme nationale de passation des marchés publics pour améliorer l'égalité aussi. Au nom de la République du Rwanda, l'ambassadeur Sebera Michel a salué la coopération exemplaire entre les deux pays, rappelant les nombreux accords déjà signés et réaffirmant la volonté de renforcer le partenariat stratégique avec Conakry. Ce lancement illustre la vision partagée par nos deux pays, celle d'une Afrique qui investit dans l'innovation, la transformation numérique et les infrastructures modernes pour bâtir une prospérité durable. Le Rwanda et la Guinée ont déjà posé un jalon important dans ce domaine à travers la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans le ICT, la gouvernance numérique, la modernisation des services publics. Aujourd'hui, avec le programme Simandou 2040, la Guinée démontre une ambition remarquable. Faire des technologies dédiées au développement économique et social au bénéfice des citoyens et de toute la région. La journée s'est achevée par une visite des stands d'exposition où le ministre directeur de cabinet et sa délégation ont découvert les solutions numériques développées par de jeunes entrepreneurs africains, porteurs d'initiatives concrètes pour un continent connecté, compétitif et autonome. Le Transform Africa Summit 2025, c'est avant tout une plateforme panafricaine qui rassemble gouvernements, entreprises et innovateurs pour faire du numérique le moteur du développement du continent. Avec le lancement du pilier 3 du programme Simandou 2040,
la Guinée s'affirme comme un acteur clé de la transformation digitale africaine, fidèle à la vision d'un État moderne et souverain. Avec moi sur ce plateau, Madame Rose Paula Prissemou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Guinée et d'ailleurs. Elle est la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et à juste raison, le Transform Africa Summit, 7e édition organisée à Conakry, finit les travaux, 3 jours d'échange. Madame la ministre, concrètement, quels sont les résultats quantitatifs? Nous sommes très honorés d'annoncer au peuple de Guinée et à tous ses partenaires que cette 7e édition du Transform Africa Summit 2025 à Conakry a vu se réunir 7000 participants. 583 délégués qui avaient des positions de directeur général, des dirigeants d'entreprises. Nous avons eu 590 start-up guinéennes et d'ailleurs. Nous avons vu plus de 1500 délégués gouvernementaux, 47 ministres venant du continent et de notre pays. Nous avons également vu 79 nationalités qui ont pris part à cette édition. C'est un record depuis la création de Smart Africa et le lancement des éditions du sommet Transform africain. Et nous sommes très fiers que ce soit en Guinée, pour la première fois en terre ouest africaine, dans un pays francophone, que nous puissions battre tous ces records et plus réaffirmer le leadership de la Guinée, que nous sommes prêts, nous sommes capables. C'est un signal qui est lancé au monde entier que la Guinée est prête à accueillir son rôle stratégique dans l'émancipation, dans la transformation numérique, surtout du continent africain. Avec présence remarquable du monde entier pendant 3 jours à Conakry, Madame la ministre, quels ont été les faits marquants? Alors, comme je le disais, nous avons vu une forte mobilisation, mais surtout la présence marquée de son Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise, son Excellence Paul Kagame, de notre président, des délégués par des chefs d'État. On a eu 4 délégués de chefs d'État. Nous avons également eu des premiers ministres, notamment de la Sierra Leone, qui étaient là. Et tous ces décideurs qui étaient là, la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications était là, des dirigeants des banques étaient aussi présents. Cela veut se dire que la Guinée a été pendant 3 jours la capitale continentale du numérique pour décider, pour réaligner nos choix. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pendant ces 3 jours, nous avons vu se mettre en place le Conseil africain de l'intelligence artificielle. Nous avons eu 11 MOU, mémorandums d'entente, qui ont été signés. Nous avons également vu des décisions importantes se prendre sur la souveraineté numérique de l'Afrique, notamment avec le sujet Afrinique. Et nous sommes fiers quand même que tout ceci se soit passé en Guinée. Nous avons également vu le Grand Prix de l'Ansuitaine qui a été un fait marquant, 10 lauréats primés avec des valeurs, avec des primes allant jusqu'à $50,000, donc presque 500 millions de nos francs guinéens comme résultat. C'est vraiment à saluer. Nous avons vu des femmes, des jeunes filles se démarquer dans le domaine du numérique, des exposants, des start-up qui se sont joints au dynamisme de ce Transform Africa Summit pour montrer que la Guinée apporte sa contribution à la discussion, mais surtout à l'innovation du continent. On peut dire que la place des jeunes et femmes est réelle? Absolument. Non seulement nous avons des jeunes engagés, parce que nous avons eu quand même plusieurs compétitions. Le Miss Geek qui a vu où plusieurs candidats compétir à travers le continent. Nous avons également vu ici même en local, l'innovation locale a été promue à travers le Grand Prix en Suitaine, le hackathon féminin aussi que nous avons fait, où nous avons eu 5 jeunes dames qui ont eu des prix allant jusqu'à 100 millions d'accompagnement technique. C'est pour nous une révolution de
porter cette dynamique pour dire que c'est toute la Guinée qui se réunit, mais aussi avec ses pairs du continent et ses partenaires pour se dire que nous avons une définition, un chemin stratégique pour une transformation numérique durable qui va soutenir la transformation au niveau de l'agriculture, de notre industrie, de notre santé, au niveau de l'offre de services aux citoyens, et que le numérique, l'intelligence artificielle puisse entrer désormais dans ses habitudes avec des valeurs sûres, mais surtout des solutions adaptées à nos façons. Madame la ministre, et non des moindres, vous êtes parvenue à activer le troisième pilier du programme Simandou. Absolument. C'était l'occasion idéale que le gouvernement vienne porter aux yeux du monde, que nous avons procédé au lancement des activités opérationnelles du Simandou la veille, le mardi. Le mardi 11, nous étions à Moribaya à 11h11. Le premier train qui a sifflé et le bateau qui est parti avec les premiers minerais et la mise en œuvre qui était concrétisée. Et nous avons lancé également le pilier 3 du Simandou dans son axe technologique. Et tout juste après ce lancement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était déjà en marche. Et tout juste après ce lancement, nous avons lancé la plateforme Télémo. Madame la ministre, le temps est très bref, mais ça m'amène à rebondir sur une œuvre que vous avez coécrite avec Michel Bouakar, si je ne me trompe. Oui. Pourquoi c'est maintenant et quel message derrière cet ouvrage? C'est une Afrique qui se met ensemble. Monsieur Michel Bouakar est mon homologue du Tchad. Nous nous sommes rencontrés lors d'un sommet où nous avons parlé de nos défis. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre nos analyses scientifiques, nos revues, nos défis ensemble pour mettre ça sur papier, pour apporter notre contribution à une plus grande audience. Et nous avons voulu mettre ces pistes de solutions sur la gouvernance de l'intelligence artificielle au sein de nos administrations publiques. Et nous avons porté notre contribution à l'essor de cette nouvelle industrie qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Un dernier message, Madame la ministre, celui d'espoir pour cette jeunesse qui bouillonne d'innovation. D'abord dire que nous avons un président de la République qui a une vision qui, à travers le développement de son pays, met à son cœur le développement numérique. Et cette vision est portée par un gouvernement qui, à travers vraiment une répartition des tâches gouvernée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre aussi, nous amène à obtenir de tels résultats. Et aux jeunes, je voudrais dire, osons, apportons notre contribution, rêvons grand, parce que ce qui vient de se passer en Guinée a dépassé toutes les attentes. Ce qui vient de se passer a réécrit une nouvelle page de notre histoire pour dire qu'en Guinée, on est capable de nous aligner aux plus grands standards internationaux, et c'est cette impulsion que le chef de l'État donne. Donc, à tous et à toutes, osons innover, apportons le numérique pour que cela soit accélérateur du changement que nous voulons voir opérer dans ce beau pays qui est notre paradis. Merci Madame la ministre pour tout cet éclairage. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était Rose Paula Trissimou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Fini la 7e édition de Transform Africa Summit. On en parlait tout à l'heure. 3 jours pour parler d'innovation technologique. Des opportunités sont offertes. Des alliances stratégiques également scellées. Ce sommet place la Guinée dans la course africaine vers le numérique. Marie-Angélique Bangoura. À Conakry, le Transform Africa Summit 2025 s'impose comme un carrefour stratégique où se nouent des partenariats décisifs entre les acteurs du numérique africain. D'un panel à l'autre, les échanges se densifient, les opportunités de réseautage s'accélèrent et les participants multiplient les rencontres qui enrichissent leur carnet d'adresses. On ne peut pas se passer de l'Internet et des télécommunications. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle ainsi que tout ce qui concerne connexion, je pense que nous avons aussi à nous y intéresser. C'était l'occasion pour nous de pouvoir développer un écosystème pour pouvoir vraiment développer nos technologies en Guinée et en Afrique de l'Ouest. La valeur ajoutée au-delà de l'intelligence artificielle qu'on attend un peu partout, c'est la capacité à digitaliser tous les services.
C'est la première étape, c'est les fondamentaux. Ensuite, développer une interopérabilité entre les différents systèmes d'information. Et ensuite, on peut commencer à parler d'intelligence artificielle. Pendant 3 jours, partenaires techniques et financiers confrontent leurs vies et partagent des idées novatrices. Chacun apporte une contribution structurante capable d'influer sur les trajectoires numériques nationales. Une opportunité unique offerte par la Guinée à travers ce sommet d'envergure. Il y a l'aspect global, mais il y a aussi l'aspect spécifique. L'aspect global, c'est-à-dire continuer à voir le continent qui avance et voir du progrès, voir plusieurs vies des jeunes être touchés par-ci par-là. Mais l'aspect personnel, c'est que c'est toujours une opportunité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir faire de nouveaux contacts, de pouvoir toucher de nouvelles vies, de pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Première nation d'Afrique de l'Ouest francophone à abriter le Transform Africa Summit, la Guinée assoit désormais sa position sur la carte du numérique continental. Tenant les rênes de cet événement majeur, le pays affirme sa volonté de prendre en main son destin technologique et d'accélérer sa transition vers l'économie numérique. C'est officiel et définitive. La liste des candidats à la présidentielle du 28 décembre. Juste après cette décision de la Cour suprême, les institutions en charge de l'organisation se sont concertées. Résultat obtenu, le tirage au sort pour le passage de 9 candidats retenus pour le scrutin présidentiel. Amadou Touré. Au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections et l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR se concertent autour du niveau des préparatifs et les dispositions relatives à la bonne tenue de cette élection. Une occasion pour Mme Kamara Djenebou Touré de faire le point de l'évolution du chronogramme des préparatifs au cadre de l'ONASUR. Ils ont un rôle important à jouer dans la crédibilisation du processus électoral. Ils sont l'organe de supervision et de contrôle, donc il fallait présenter ce chronogramme pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire, avec une dose d'explication de ce qui est déjà fait comme activité, et ensuite mettre en place les mécanismes de collaboration. En tant qu'organe indépendant d'observation des élections en Guinée, l'ONASUR a salué les cadres de la DGE pour cette transparence, la maîtrise du programme et s'est dû rassurer à l'allure où vont les choses de la tenue d'un scrutin présidentiel transparent et apaisé. C'est avec un sentiment d'assurance et de satisfaction que nous avons écouté la présentation du plan opérationnel, du chronogramme des élections présidentielles du 28 décembre par la directrice générale. Un plan détaillé, structuré et méthodologiquement défendable. Nous avons été rassurés de ce point de vue. C'est ça le soubassement. Juste après cette rencontre, la Direction générale des élections a organisé cette autre cérémonie portant sur le tirage au sort relatif au positionnement des 9 candidats sur le bulletin de vote. Dans un esprit de transparence, la Direction générale des élections a fait venir un huissier de justice pour superviser toute l'opération. La démarche a été saluée par les candidats présents ou leurs mandataires. Gestion durable de l'eau dans l'espace Mano, une structure est déjà créée. Des réflexions sont centrées sur l'harmonisation des cadres légaux, ce qui donne lieu à la validation nationale des textes instituant une structure de gestion commune. Makemedonzo. La déclaration de Ouagadougou constitue l'acte fondateur de la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Elle a inspiré la création d'autorités de bassins fluviaux transfrontaliers au sein des États membres du bassin fleuve Mano. Aux côtés de la CEDEAO et du bureau exécutif de l'Union du fleuve Mano, il apparaît aujourd'hui essentiel que les structures nationales concernées se réunissent afin d'examiner et de valider les textes légaux nécessaires. Grâce à la volonté politique dont font preuve nos gouvernements, les 4 pays, le processus de mise en place d'un office de gestion des bassins transfrontaliers se déroule à hauteur de souhait. Et c'est un projet qui suscite d'ores et déjà un grand intérêt au niveau de la communauté des partenaires techniques et financiers. Cette réunion représente une étape significative dans notre ambition collective de mettre en œuvre un média régional
promouvant la gestion durable et équitable et coopérative des ressources en eau à travers les bassins partagés par nos candidats membres. Cette validation, menée avec l'engagement des gouvernements respectifs, vise à permettre l'adoption d'un schéma commun de gouvernance pour l'ensemble des bassins transfrontaliers de l'espace Mano-Riva. Face à la pression démographique, au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes, la nécessité d'une gouvernance concertée de ces ressources s'impose comme une évidence. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette initiative commune. La validation nationale des textes portant création de l'Office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers de l'Union du fleuve Mano doit favoriser une réelle appropriation de l'initiative par les acteurs nationaux à tous les niveaux et garantir ainsi une gestion durable et concertée des ressources en eau partagées. La coopération entre la Guinée et le Canada franchit une nouvelle étape. Une délégation canadienne est reçue le ministre Ismaël Nabé. La rencontre a abouti à la signature d'un important accord de partenariat axé sur le développement de la science et de la formation. Mamadou Saliouba. Dans sa dynamique de renforcement de la coopération avec les partenaires de la Guinée, le ministre Ismaël Nabé reçoit cette fois-ci ses partenaires canadiens. Au menu des échanges, le développement du partenariat dans le domaine de la science et de la formation. À l'issue des discussions, un accord de coopération fécond est scellé entre la Guinée et l'Université de Moncton. De signer un accord de partenariat et coopération entre la République de Guinée et le Canada à travers l'Université de Moncton. Donc aujourd'hui, on est vraiment confiant de notre partenaire. Et d'ailleurs, les 5 premiers de la République, les 3 premiers de sciences expérimentales, hier de sciences maths, de sciences expérimentales et sciences sociales vont aller au Canada le plus rapidement possible. Les procédures sont en cours. Nous espérons avec nos amis canadiens que ces procédures vont être accélérées pour qu'avant la fin de l'année, les enfants puissent acheminer à cette université de Moncton qui est... Cet accord ouvre la voie à une meilleure formation du capital humain guinéen. Dans le cadre de ce partenariat, l'université canadienne va accueillir chaque année plusieurs boursiers guinéens dans le cadre du programme Simandou Academy. Partenariat pour accueillir chaque année pour les prochains 5 ans environ entre 10 et 15 étudiants qui vont étudier dans des domaines qui seront prioritaires identifiés par le ministère de la Guinée. Les priorités vont être identifiées évidemment par le gouvernement. Je pense que les secteurs prioritaires vont toucher à la fois l'administration, le génie, l'enseignement, le domaine de la santé. Ces priorités-là vont être identifiées à chaque année selon les besoins du gouvernement de la Guinée. Ce partenariat entre la Guinée et l'Université de Moncton, Simandou Academy, qui fait partie du pilier éducation du programme Simandou 2040. Et un des axes stratégiques de Simandou Academy, c'est le développement de partenariats stratégiques avec notamment des institutions d'enseignement à l'étranger. Cet accord donne un nouveau souffle à la coopération entre la Guinée et le Canada, un partenariat promoteur qui va contribuer au renforcement des compétences capables d'accélérer la transformation durable de la Guinée. Aménagement et gestion des pêcheries maritimes, l'heure est à l'évaluation des résultats du premier semestre, un objectif partagé par les acteurs du secteur halieutique. Algassi Mouba. Suivi des captures, contrôle des débarquements, surveillance en mer ou encore appui aux communautés de pêcheurs pour la promotion des bonnes pratiques, autant d'actions concrètes menées sur le terrain et passées en revue lors de cette rencontre. Objectif, faire le point sur les résultats du premier semestre d'exécution du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2025. L'évaluation d'un plan semestriel permet de déterminer si les objectifs fixés sont atteints, d'estimer la situation actuelle des ressources halieutiques et de proposer des ajustements pour la prochaine période afin de garantir une gestion durable des pêches. Le plan de pêche 2025 en cours d'exécution a été élaboré et validé par toutes les parties prenantes du secteur et vous rassurez dorénavant que les professionnels de la pêche ne ménageront aucun effort pour se tenir debout auprès de votre autorité
afin d'aboutir aux résultats escomptés conformément à votre lettre de mission. Cet espace d'échange se veut une étape clé dans la gouvernance des pêcheries guinéennes. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement qui place la durabilité et la sécurité alimentaire au cœur de sa politique maritime. Le document qui fait objet de validation aujourd'hui constitue un instrument essentiel d'aide à la prise de décision. Il s'agit non seulement d'un outil de suivi et d'évaluation, mais également d'un levier stratégique pour orienter la finalisation du nouveau plan d'aménagement en cours d'élaboration. Il résume les progrès réalisés au cours du premier semestre 2025. À travers cette rencontre, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime réaffirme son engagement à promouvoir une exploitation responsable et rentable des ressources halieutiques. Un engagement qui se matérialise par la signature de conventions entre certaines directions clés du département et la coordination du projet Kunkui, pour renforcer la synergie d'action sur le terrain et améliorer la gouvernance du secteur. Insémination artificielle des animaux, le programme est officiellement lancé à Kobian, préfecture de Djubreka. Grâce à cette pratique, les éleveurs pourront accéder à des reproducteurs de qualité. Noumousso Diakité. Ici, dans la ferme Tsawad, située dans la préfecture de Djubreka, se déroule le lancement officiel de la campagne d'insémination artificielle. 1000 vaches sont concernées par cette initiative novatrice qui débute en tant que phase pilote dans 6 préfectures côtières dont Boké, Bofa, Koya, Djubreka, Forekaria et Kindia. L'objectif est d'impulser un nouvel élan à l'élevage en termes de production et de productivité et de réduire considérablement l'importation de la viande et du lait. La finalité que nous recherchons à travers ce programme d'insémination artificielle, c'est l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, l'amélioration des revenus de nos éleveurs et que cela a impacté aussi le produit intérieur brut de la Guinée dans le programme Simandou 2040. L'implication de la FAO en tant que partenaire technique et la formation de 43 agents pour pratiquer l'insémination artificielle des vaches montrent l'engagement et le soutien de l'institution en faveur de cette pratique en Guinée. Des échanges ont eu lieu concernant la mise en place d'un centre d'insémination artificielle qui va permettre vraiment de fournir des semences de qualité à l'ensemble des inséminateurs sur le terrain, mais aussi les questions liées à l'alimentation du bétail également qui vont être prises en charge dans le cadre de ce projet. Les éleveurs locaux sont sensibilisés aux avantages de cette technique et encouragés à l'adopter. Ils ont fait part de leurs préoccupations. La lutte contre les maladies animales, l'octroi des domaines dédiés à l'élevage pour éviter les conflits entre éleveurs, agriculteurs et occupants des domaines. La mise en place d'unités de fabrique d'aliments bétail à travers le pays. La formation des éleveurs en technique de conduite de l'élevage. La coopération entre le ministère de l'élevage et l'institution internationale FAO vient assurer le succès de ce programme et accroître l'économie du secteur de l'élevage dans le pays. Dans quelques semaines, le budget communal de Matoto sera rendu public. Peu avant le vote, un débat d'orientation est organisé sur le plan annuel d'investissement. Marwan Kamara. À la mairie de Matoto, les conseillers communaux de la majorité et les membres de la société civile se retrouvent. Ensemble, ils débattent des grandes orientations budgétaires de l'année 2024-2025 de la commune. Un passage obligé avant l'adoption du budget définitif prévu dans quelques semaines, mais également préparer les investissements de l'année 2026. Nous avons fait une vue d'ensemble par rapport à l'ensemble de nos actions en matière d'investissement qui a été programmée dans notre budget exercice 2025. Sur les 22 micro-projets qui ont été retenus dans notre PAI exercice 2025, nous avons fait un diagnostic participatif de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Si d'habitude on se retrouvait seulement pour voter, nous avons jugé utile de faire une nouveauté cette fois-ci, c'est-à-dire organiser un débat à cœur ouvert avec une transparence comme nous l'avons toujours fait pour que chacun donne ses idées par rapport à ce que nous voudrons faire. À travers cette revue sur l'ensemble des activités de l'année 2024-2025, la commune de Matoto a poursuivi sa politique de maîtrise de dépenses tout en maintenant un niveau d'investissement
d'investissement soutenu. Un équilibre jugé satisfaisant par la société civile. Ils ont mobilisé des ressources et sur 22 projets programmés pour l'année 2025, ils ont réalisé au moins 16. Et ensuite, de nouveaux projets aussi ont été identifiés pour que l'année 2026 connaisse une lumière beaucoup plus éclatante. Avec ce débat d'orientation budgétaire, la commune de Matoto pose les fondations de son budget 2026 entre rigueur financière et ambition locale. Les responsables locaux auront rendez-vous donc dans quelques semaines pour le vote définitif du budget qui viendra concrétiser ces grandes orientations. Cela rime avec la bonne gouvernance locale. Cap sur la tenue du conseil administratif préfectoral à Doguel-Sigon. C'est dans la préfecture de Mali. Occasion de passer en revue des activités réalisées. Sarafoudine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Le conseil administratif préfectoral de Mali, délocalisé cette année dans la commune rurale de Doguel-Sigon, a réuni pendant 4 jours les autorités administratives et locales, le syndicat des transporteurs ainsi que les organisations de la société civile. Les participants ont passé en revue les activités réalisées et en cours, identifié les difficultés rencontrées et proposé des pistes d'amélioration pour renforcer le développement local. Le résultat dans l'ensemble est très satisfaisant parce que les PAI sont exécutés à plus de 60%, 70% à date. Et dans les jours à venir aussi, ils vont continuer à l'exécuter. Quand on prend l'exemple de Sigon, qui a fait du merveille, voici des communes phares qui sont en train de faire la fierté de Mali. Au cours de l'année 2025, plusieurs communes rurales se sont distinguées par leur projet de développement, notamment Doguel-Sigon, Téliré et Yembéré. À Sigon, des infrastructures scolaires et sanitaires ont été construites grâce aux fonds propres de la collectivité. Je suis très satisfaite parce que quand tu parles à une population, tu les sensibilises, ils te comprennent et c'est une fierté pour moi. La 33e session de CAP de Mali a été une très bonne réussite en la délocalisant dans la commune rurale de Sigon. On dit le développement à la base. Je veux que les autres copient Sigon, Yembéré, Téliré surtout. Depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD sous la direction du général Mamadi Doumbouya, le développement des collectivités locales demeure une priorité du gouvernement guinéen. C'est l'une des préoccupations du moment, la gestion efficace des ordures. Les visites s'enchaînent au niveau ministériel. Nouvelle destination, la célèbre décharge de la minière. Autorités et techniciens sont partagés entre constats et recherche de solutions. Mariam Kamara. Les camions venus des quartiers déchargent ici les ordures. Mais sur le terrain, la machine est grippée. Malgré le travail des communes pour nettoyer la ville, le site de la minière est un point de blocage. Résultat, des attentes interminables pour les véhicules, ce qui ralentit tout le système de ramassage et pénalise les petites entreprises chargées de la propreté à la base. Ici, c'est le goulot d'étranglement. Tant qu'il n'y a pas un fonctionnement ici à la normale, ça ne tourne pas dans des conditions optimales, ça va être difficile que les PME jouent leur partition, mais aussi que, disons, les entreprises puissent avancer et les collectivités jouent leur partition. Parce que de toutes les manières, cet endroit doit être fermé. Mais avant de le fermer, nous sommes en train de travailler, surtout au niveau du Baritodé. Le défi est de taille. L'entreprise gestionnaire du site de la minière, au-delà de cette urgence, planche aussi sur des solutions immédiates. Nous prenons une garantie ferme à l'égard de son Excellence Monsieur le Ministre et à l'égard de tout le gouvernement qu'on va non seulement remplir entièrement les termes de notre contrat et même mieux accompagner l'État pour trouver une solution globale à la gestion des ordures dans le Grand Conakry. À court terme, il s'agit de mieux coordonner tous les acteurs, les communes, les petites entreprises de ramassage et les gestionnaires du site. L'idée est aussi de superviser de plus près les allées et venues des camions et la quantité des déchets dépotés, en attendant l'ouverture prochaine de la décharge de Baritodé.
Gestion des déchets selon l'approche Une seule santé. C'est la thématique d'une session de formation initiée par la direction communale de l'hygiène publique. Une remise à niveau qui touche des formateurs régionaux et préfectoraux. Carlo Maroufba. La problématique des déchets, notamment celle issue des activités de soins de santé, constitue un enjeu majeur pour la santé humaine, animale et environnementale. Pour ce faire, une stratégie de renforcement des formateurs régionaux et préfectoraux est mise en place. Cette rencontre est axée sur la gestion des déchets selon l'approche One Health. Elle est initiée par la Direction nationale de l'hygiène publique avec l'appui de la Banque mondiale. À la sortie de cette formation, je vais transmettre les compétences au niveau sanitaire, au niveau des agents de l'environnement et des agents de l'élevage, surtout pour protéger la population contre éventuelles maladies, surtout épidémiques. Les questions de santé concernent tout le monde. C'est pourquoi, au cours de cette formation, nous avons des formateurs du niveau de la santé humaine, des formateurs de l'élevage, des formateurs de l'environnement, qui ensemble vont conjuguer les efforts pour transmettre les connaissances. Ce rendez-vous de donner et de recevoir sur la gestion des déchets va durer 3 jours. La démarche consiste à outiller ces acteurs afin d'assurer une meilleure prise en charge de la problématique des déchets. On ne peut parler de la gestion des déchets si on occulte cette approche-là qui est l'approche Une seule santé. Il faut que les autres départements sectoriels aussi savent bien, soit appropriés, soit outillés pour la gestion de ces déchets. Après cette rencontre de Conakry, une série de formations est prévue dans plusieurs régions administratives du pays. Elle va toucher à peu près 141 formateurs locaux. Santé, couverture vaccinale complète dans la capitale forestière. On note l'implication des communautés. La formation est privilégiée. Par la suite, interviendra le déploiement des paires éducatrices. Lancé Kamisoko, correspondance. Financement accéléré de l'équité vaccinale, un projet du programme élargi de vaccination mis en œuvre par Health Focus Guinée. Dans le district sanitaire de Sérékoré, femmes actives pour l'éducation et le développement de l'enfant, puis les activités de formation et de déploiement des paires éducatrices. Des paires éducatrices, elles ont été identifiées pour être outillées afin de se rendre dans la communauté, afin qu'elles puissent transmettre des informations fiables à la communauté. Et afin qu'elles puissent, sur la vaccination, atteindre les enfants 0 dose, les enfants sous-immunisés et les femmes enceintes. Ce projet est initié dans 11 districts sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de Sérékoré, c'est le district de Sérékoré qui a été choisi pour cette phase pilote de ce projet. Facilitateur principal de cet espace d'échange, Dr Mouktar, représentant de la direction préfectorale de la santé de Sérékoré, nous parle de l'importance de ce projet dans les communautés. La DPS apprécie cette initiative avec les 2 mains. On l'accompagne pour l'amélioration de la couverture vaccinale de notre district sanitaire. Au sortir de cette séance de formation, ces paires éducatrices seront déployées dans les 10 communes rurales de Sérékoré afin de sensibiliser les populations sur la vaccination des ruines. Pendant ce temps, à Cancan, les jeunes sont à l'écoute du collectif de la diaspora, une collaboration avec le département de l'environnement pour expliquer à la jeunesse les tenants et les aboutissants du projet Simandou. Bakary Bamba Kondé. La tournée sensibilisation du collectif Diaspora Langoundé a fait escale à Kankan, le cœur de la Haute-Guinée, où l'accueil à la maison des jeunes a été particulièrement enthousiaste. Cette étape s'est distinguée par une forte mobilisation des élèves et des représentants des différents quartiers, désireux de comprendre comment le projet Simandou pourrait transformer l'économie guinéenne. C'est pour mobiliser et sensibiliser la jeunesse de Kankan autour de ce méga projet Simandou 2040. Il est important que la jeunesse comprenne l'impact de le projet Simandou 2040, car c'est elle qui est le moteur de ce géant projet en fait.
Les discussions ont vivement porté sur le corridor de transport ferroviaire Kerouani-Port de Moribaya qui pourrait impacter positivement la logistique et le commerce de Kankan. Ensuite, les programmes de formation technique prévus afin que les jeunes de Napaya ne soient pas exclus des services de Simandou nécessitant des compétences spécialisées. Tout le monde parle bien sur nous. Surtout les avantages que la jeunesse peut tirer de ce méga projet. S'ils viennent ce matin expliquer ça à la jeunesse et faire un échange de donner et de recevoir par rapport à ce méga projet et la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous enchante beaucoup. J'ai apprécié la pédagogie mise en place. C'est une approche que je salue à plus d'un titre. Réunir les jeunes, les expliquer ce que c'est que Simandou, les expliquer quels sont les impacts environnementaux. Le collectif Diaspora Langoundé, à travers l'agence guinéenne d'évaluation environnementale du ministère de l'Environnement, veut réussir à son pari de rendre ce projet national accessible et pertinent pour les communautés locales à travers ces échanges avec la jeunesse. On enchaîne avec ce renforcement de capacité. Plusieurs jeunes diplômés et étudiants de Conakry sont ciblés par un programme. Des modules comme l'entrepreneuriat et le développement personnel sont partagés. Alpha Isiagaba. Ces étudiants issus de plusieurs universités de Conakry suivent une formation axée sur les compétences indispensables à la vie professionnelle. Développement personnel, entrepreneuriat et autres modules figurent au programme de cette session qui s'étend sur 10 jours. Nous allons d'abord montrer aux jeunes Guinéens que nous avons des cabinets qui ont toutes les compétences pour les former sur place. Et une fois que cette première édition donne de bons résultats, nous allons essayer de faire d'autres éditions avec d'autres filières pour que les Guinéens puissent avoir les vraies formations et participer activement à la gestion harmonieuse de tout le système de leur pays. Il s'agit de la première édition du programme de renforcement des capacités professionnelles, une initiative du cabinet international d'appui et de conseil. Pour cette première phase, des étudiants, des jeunes diplômés ainsi que des entrepreneurs sont concernés et seront outillés pour renforcer leur aptitude. Le premier volet, c'est un projet pilote qu'on a décidé d'organiser et pour qu'on puisse au moins donner, s'acquitter de notre responsabilité morale en faveur des étudiants, en faveur des travailleurs, des diplômés sans emploi, afin de renforcer leurs capacités dans deux domaines, le domaine technique et le domaine transversal. Je vois que si je participe à la formation, je peux avoir beaucoup d'expérience dans le cadre professionnel parce que là, je dois finir ma licence et j'aurai besoin de ce genre de formation pour me performer dans le cadre professionnel. Cette remise à niveau pilotée par le cabinet international d'appui et de conseil vise à mieux préparer les participants à un marché d'emploi de plus en plus compétitif, surtout dans ce contexte de refondation. Journée mondiale des femmes, l'événement est célébré à Dabola. L'accent est mis sur l'épanouissement de la gente féminine. Fodé Bangali Fofana. Le centre-ville du pays, que les femmes rurales se sont donné rendez-vous pour célébrer la journée mondiale de la femme rurale. Elles sont venues de Dinguiraï, Farana, Kouroussa, Kerouani, Sigiri, Kankan et d'ailleurs, réunies autour du thème « Autonomiser les femmes rurales pour une justice réparatrice », promouvoir des systèmes agroalimentaires inclusifs et durables en Afrique, tout en demeurant à l'avant-garde de la paix. Mais dans la main des animaux et un avenir même, la femme du mouvement panafricain nous sommes la solution. Nous souhaitons une bonne fête, ainsi qu'à toutes les femmes rurales de l'Afrique et du monde. Ici à Dabola, comme partout à Guinée, la femme rurale est la colonne vertébrale de l'économie locale. Sachez que l'administration préfectorale de Dabola restera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos efforts de développement. Instaurée par les Nations Unies, cette journée vise à reconnaître et à magnifier le rôle indispensable que les rurales jouent dans le développement économique, social et culturel de nos communautés. Grâce à Aguista, en collaboration avec Nous sommes la solution, la plupart des femmes de Maniana, les groupements de Maniana, ont suivi des formations, surtout dans le cadre de la transformation des produits agricoles. Cette journée rend hommage aux femmes rurales tout en les interpellant aussi à renforcer leur solidarité, à consolider leur organisation et à développer les initiatives collectives.
Et puis, des engins roulants pour les chefs religieux de Fria, ce sont des motos et un véhicule en guise d'appui aux bénéficiaires, en geste de l'érudit de Kindia. Nabi Kamara. L'érudit de Kindia était cette semaine l'hôte des religieux de Fria, dans la commune urbaine de cette cité minière. Elhaj Abdul Wakil Alamali Keïta est allé donner des motos aux imams et un véhicule 4x4 au secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale de Fria. Un geste humanitaire qui traduit la volonté affirmée de l'érudit de Kindia à encourager les chefs religieux de cette préfecture à accomplir leur mission selon les prescriptions de l'islam. Les religieux, ils ont fait la lecture du Saint-Coran pour préserver la paix et la quiétude pour notre nation, pour la Guinée, pour que puisse la Guinée aille devant. Donc, la présence de Elhaj Abdul Wakil Alamali Keïta, ça nous a beaucoup honorés. Tout ce qui a été dit va dans le sens de la paix, la quiétude, la concorde et l'unité entre les fils et les filles de la République de Guinée. L'érudit de Kindia n'est pas à sa première expérience dans le renforcement des capacités des chefs religieux de Guinée dans leur mission. C'est en cela que les autorités préfectorales et sages de Fria lui ont demandé de leur venir en aide pour la rénovation de la mosquée principale de la commune urbaine. A signalé que chaque engin offert à Fria par Elhaj Abdul Wakil Alamali Keïta a été accompagné d'une enveloppe symbolique. Intelligence artificielle, comment impacter l'administration guinéenne? Une œuvre littéraire apporte des pistes de solutions. Elle est baptisée « Transformer l'administration avec l'IA », une contribution à la modernisation de la gestion publique. Mamadi Gassama. Deux experts en intelligence artificielle signent cet ouvrage, Ibrahima Khalil Diakité et Pierre Raffan. Ensemble, ils partagent leur expérience et proposent des solutions concrètes. Transformer l'administration avec l'IA, au-delà de la métamorphose, explore plusieurs thématiques. L'histoire et la place de l'intelligence artificielle, son impact sur les services publics, mais aussi les risques et limites de son utilisation. Ce livre, il est théorique. Ce livre est une sorte de manifeste. Dans ce livre, on appelle aux autorités publiques, au pouvoir public, de pouvoir s'intéresser à ce sujet pour anticiper demain. Aujourd'hui, concrètement, on n'est pas forcément prêt, mais on doit s'intéresser au sujet. Ce livre est un outil de référence pour accompagner la transition numérique du pays. L'IA est désormais perçue comme une nécessité pour améliorer la gouvernance et les services aux citoyens. Ce qu'il faut faire au niveau du Parlement, puisque moi je représente le CNT, c'est de travailler pour la mise en place d'un cadre légal pour mieux encadrer l'utilisation de l'IA pour non seulement protéger l'État, mais également les utilisateurs de l'IA. Il est impératif que nous nous mettons à la tâche pour mieux s'en approprier, pour mieux comprendre les contours, les tenants et les aboutissants, mieux maîtriser cet outil pour ne pas le subir. Le Centre de formation en finances publiques envisage d'intégrer prochainement cet ouvrage dans ses modules de formation, une manière de préparer la nouvelle génération de cadres à la révolution numérique qui s'annonce. Sport foot, le duel entre l'AS Calom et le Afia FC se prépare. Juste quelques heures pour vivre cette confrontation inédite. Une conférence d'avant-match est animée par les deux entraîneurs. Les ambitions de part et d'autre sont affichées. La rencontre s'annonce intense. Kadiatou Traoré. À la veille du grand duel entre l'ASK et l'Afia Football Club, prévu demain au cadre de la saison sportive 2025-2026, toutes les attentions des supporters et observateurs du football guinéen sont tournées vers ce classique du championnat. Les deux clubs rivaux abordent cette rencontre avec des ambitions différentes, mais une même volonté, celle de donner un tournant positif à ce début de saison. L'objectif est là, mais nous, on cherche à gagner les matchs qui sont devant nous. On dit que le classico, ça se joue, mais ça se gagne. Je vous dis qu'un match que nous venons prêts, vraiment prêts pour pouvoir encore sortir très heureux ici demain au stade de la mission. L'AS Kaloum est aujourd'hui en quête de stabilité et de points. Ce match devrait représenter pour ce club comme une occasion idéale pour sa relance.
Quant au Afia Football Club, fort d'un début de saison promoteur, entend confirmer sa bonne forme et s'imposer en déplacement dans un stade qui n'a toujours pas été à son avantage. Le coach, il a tout mis en place qui peut nous permettre demain de faire un très beau match. On demande à tous les supporters d'avoir la patience, d'être confiants en nous. Ce qui est sûr, ce qu'on a travaillé, on souhaite bien que Dieu va être avec nous. Ce classique du championnat reste un duel qui s'annonce tactique, engagé et riche en émotions, aussi bien pour les joueurs que pour les deux staffs techniques. Un mot d'autonomisation des jeunes filles et personnes vulnérables. Le défi pour la Fondation Diaka Camara, un événement est prévu pour la circonstance. Il est axé sur la levée de fonds afin de soutenir la cause de ces couches de la société. Marwan Camara. Devant plusieurs journalistes locaux, sous l'égide de la Fondation Diaka Camara, des partenaires et personnalités des secteurs publics et privés ont pris place pour donner le coup d'envoi de ce gala de solidarité féminine placé sous le signe Unir les énergies et financer l'impact. Au cœur de cette initiative, lever des fonds pour accompagner le programme éducatif et l'autonomisation des jeunes filles en Guinée. C'est un gala pour lever des fonds, pour soutenir la scolarisation des jeunes filles, la mise en place de bibliothèques et l'autonomisation des femmes. Et c'est aussi une manière de mettre en lumière tout le travail que la Fondation a eu à faire au cours des 10 dernières années, afin de motiver les personnes à nous accompagner. Prévu pour ce vendredi 14 novembre et ce samedi 15 novembre, cet événement réunira de nombreux participants venus de la sous-région, de la France et des États-Unis. Un match de gala au stade Petit Souris de Nongo et un dîner gala rythmeront ce programme de promotion féminine afin de sensibiliser le public et en mobilisation. C'est ma première fois en Guinée, à Conakry, et vraiment c'est un honneur d'être là. Fondation Diaka Camara, je suis très heureuse d'être choisie parmi des femmes qui seront là pour le gala samedi, et j'ai hâte de rencontrer tout le monde. À cette occasion, les membres de la Fondation Diaka Camara espèrent atteindre un objectif ambitieux, mobiliser la générosité pour multiplier les programmes de scolarisation et de prévention en faveur des jeunes filles sur tout le territoire national. Un rendez-vous d'engagement solidaire et d'espoir pour donner aux enfants des villes et des villages les moyens d'avancer. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Fidélité à toutes et à tous. À très vite.